Alors en 1926, on a ce sociologue français, Marcel Mauss, qui publie quelque chose qui est bien plus qu'un simple manuel. C'est un guide pour réapprendre à voir. Pas juste regarder, mais vraiment voir le monde dans toute sa complexité. Et ça, c'est un défi absolument immense. Et ça, c'est vraiment la question de fond qui traverse tout le travail de Mauss. Comment est-ce qu'un seul observateur peut espérer saisir la totalité d'une société, sans la réduire, sans la tordre avec son propre regard? C'est de là que tout part, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre sa méthode, on va suivre les 6 grandes étapes de son enquête. C'est un parcours qui va nous emmener du plus concret, du plus matériel, jusqu'au plus invisible, pour à la fin essayer d'assembler le tableau d'ensemble. Allez, on commence par la base, l'esprit de l'observateur. Bon, entrons dans le vif du sujet. Avant même de mettre un pied sur le terrain, avant toute chose, tout commence dans la tête. La première étape, et pour Mauss c'est la plus critique, c'est de préparer son propre regard. Et là, c'est fascinant, parce que Mauss fait une distinction super claire entre deux façons de regarder. D'un côté, il y a le regard superficiel. C'est celui du touriste en quelque sorte, qui prend une photo et colle des étiquettes vagues comme fétiche ou tam-tam. Et de l'autre, il y a sa méthode, la méthode intensive, une étude exhaustive, détaillée, pour comprendre un objet tel qu'il est vécu, tel qu'il est pensé par les gens eux-mêmes. Et pour ça, voilà les règles d'or de Maïsnos. Ce sont des commandements. Et franchement, c'est presque radical pour l'époque. Il ne dit pas juste d'être objectif, non. Il dit de suspendre activement son jugement, sa surprise, ses émotions. Et pourquoi? Parce que sans cette mise à distance de soi-même, on ne fait que projeter ses propres valeurs. Et au final, on n'apprend absolument rien de nouveau. Donc cet idéal à atteindre, c'est ce qu'il appelle la méthode intensive. Et c'est un travail monumental, hein. L'exemple qu'il donne sur le Peuples Unis est juste frappant. Cet énorme volume, des années de travail, et même là, Mauss nous dit que c'est encore jugé insuffisant. Ça donne une idée de l'ambition vertigineuse que c'est de vouloir voir une société. Ok, maintenant que l'esprit est prêt, on passe à l'étape suivante. Parce qu'avant de vouloir comprendre les mythes ou l'art, l'ethnographe doit d'abord être un géographe. Il doit, au sens propre, dessiner la carte de la société. C'est comme ça qu'il pose les fondations matérielles de son étude. Et sa méthode, qu'il appelle morphologique, elle est hyper concrète. Il faut savoir où les gens habitent, comment ils bougent au fil des saisons, recenser chaque maison, chaque grenier. D'ailleurs, Mauss insiste beaucoup là-dessus, une bonne enquête ne peut pas durer moins d'1 an, justement pour pouvoir capturer le cycle complet de la vie sociale. Et cette citation, elle illustre ça parfaitement. Une seule et même population peut avoir plusieurs vies, en quelque sorte, plusieurs morphologies, selon les saisons et les activités. Cartographier, c'est donc comprendre comment l'espace et le temps structurent toute la vie collective. Alors, une fois qu'on a la carte, le décor si on veut, l'ethnographe va s'intéresser aux objets qui le peuplent. Pour Mauss, les outils, les armes, les paniers, tout ça c'est un véritable langage. Un langage qui révèle l'ingéniosité, l'histoire et la vision du monde d'une culture. Et c'est là qu'il nous parle de ce qu'il appelle la muséographie. Attention, ce n'est pas juste collectionner de vieux trucs. Non, c'est une méthode rigoureuse pour lire l'histoire là où elle n'a pas été écrite. Chaque objet devient une page, un document qui témoigne d'une technique, d'une économie, d'une croyance. Et pour bien comprendre, prenons un exemple qui fascinait Mauss lui-même. Un objet tout simple en apparence, un panier. Pour un regard non averti, bon, c'est juste un truc utilitaire. Pour l'ethnographe, c'est une merveille de technologie et de pensée. Écoutez bien parce que cette phrase de Mauss, elle est juste bluffante. Il est en train de nous dire que des femmes en tressant des paniers ont résolu des théorèmes de géométrie complexes sans jamais les avoir formulés. Par exemple, fabriquer un panier rond avec un fond carré, c'est la solution pratique à un vrai problème mathématique. C'est la preuve d'une science appliquée, non formulée, mais parfaitement maîtrisée. Et c'est la même chose pour plein d'objets. Un objet n'a quasiment jamais une seule et unique fonction. Prenez une hache. Ça peut être un outil, bien sûr, ou une arme de guerre. Mais ça peut aussi être une arme de parade, un pur symbole de prestige, comme cette fameuse hache en jade de Nouvelle-Calédonie, ou même carrément une monnaie, utilisée dans des échanges rituels. Bon, on a vu le visible, les objets. Maintenant, Mauss nous invite à plonger encore plus profond, à observer les systèmes invisibles qui organisent la société, l'économie, le droit et surtout les échanges. Et là, Mauss s'attaque à un mythe, une idée reçue qu'on a tous, le troc. Il nous explique que cette notion de troc, d'échange purement utilitaire, c'est une erreur, une projection de notre propre vision économique. Dans beaucoup de sociétés, la réalité de l'échange, c'est ce qu'il nomme la prestation totale. Et c'est là tout le génie du truc. Ce système de dons et de contre-dons, c'est le véritable ciment de la société.
En apparence, c'est volontaire, mais en réalité, c'est obligatoire pour maintenir la paix, les alliances, les relations. On est bien au-delà de la simple économie. On est dans le social, le relationnel. C'est une logique totale. On arrive maintenant à la dernière couche, la plus profonde peut-être de l'enquête. Après avoir cartographié le territoire, analysé les objets et décrypté les systèmes sociaux, il reste à comprendre ce qui donne du sens à tout ça, les mythes et les rituels. Attention, pour Mauss, un mythe, ce n'est pas du tout un conte de fées, une histoire pour enfants. Non, c'est une histoire fondatrice, une vérité crue, qui n'est pas seulement racontée, mais qui est activement mise en scène, vécue par toute la communauté à travers le rituel. Et l'exemple qu'il donne, le corroboré australien, est parfait pour ça. Le mythe n'est pas un spectacle qu'on regarde passivement, c'est un drame total où tout le monde participe, où la frontière entre acteurs et spectateurs s'efface complètement. C'est le moment où le rituel rend le mythe présent, réel. C'est un moment où la société se vit elle-même. Et voilà, on arrive au bout du voyage. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Parce que le but final de Mauss, ce n'est pas de faire une collection de faits isolés, c'est de montrer comment tout s'emboîte, comment tout est lié pour révéler une image cohérente, totale. Et cette citation, elle est d'une puissance incroyable. Avec cette simple phrase, il balaye complètement l'idée de société primitive ou arriérée. Face à la longue histoire de l'humanité, chaque culture vivante aujourd'hui est le résultat d'une évolution tout aussi longue, tout aussi complexe que la nôtre. C'est une affirmation d'égalité qui est radicale. Et voilà la grande révélation, le cœur de la pensée de Mauss. Aucun élément d'une culture ne peut se comprendre tout seul, de manière isolée. La géométrie cachée dans le panier, la fonction rituelle de la hache, la logique du don, le mythe qui est dansé, tout est lié. La technique, l'art, le droit, la religion, tout ça forme un système, un tout indissociable. C'est ce que Mauss appelle le fait social total. Et finalement, toute cette analyse, elle nous ramène à nous. La méthode de Mauss, c'est une invitation à tourner ce regard, ce fameux regard ethnographique, vers nos propres sociétés. Quelles sont les dents obligatoires qu'on s'échange sans cesse? Quel mythe est-ce qu'on vit chaque jour sans même s'en rendre compte? Voir le monde, finalement, c'est peut-être commencer par apprendre à voir le nôtre.